Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce numéro de décryptage qui sera exclusivement consacré à la diplomatie sénégalaise avec l'arrivée de Barack Hussein Obama aujourd'hui au Sénégal. Et pour parler de ce sujet qui est important, parce qu'on a remarqué que depuis un certain moment, beaucoup de présidents français sont passés par là. Barack Obama vient d'arriver. Alors, nous allons parler un peu quelle est cette orientation de la diplomatie sénégalaise. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir qui est directeur au ministère des Affaires étrangères, je devais dire Excellence, à ce plan qu'on ne présente plus, qui est vraiment une personne qui donne toujours sa culture de c'est pas mon ami et frère Rodia, qui est consultant international et qui vient aussi aujourd'hui pour porter un regard sur cette diplomatie sénégalaise. Excellence, que j'aimerais poser. Alors, comment vous avez tout simplement organisé toute cette arrivée de Barack Hussein Obama? Est-ce que ça a été un travail de longue haleine pour l'obtenir ou bien c'est une décision des Américains pour venir ici au Sénégal? Alors, je vous remercie, Papa Alé. Je voudrais saluer mes visiteurs et saluer également les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Cette visite a été préparée pendant au moins 3 mois. Dire, préparation en tout cas pour ce qui concerne l'arrivée du président Obama avec l'ambassade des États-Unis ici à Dakar, notre ambassade aux États-Unis à Washington. Mais il faut dire que c'est également la suite de la visite que son Excellence, M. le Président Macky Sall a effectuée aux États-Unis le 28 mars à l'invitation du président Barack Obama. Une visite qui a été historique, visite au cours de laquelle les deux chefs d'État ont eu des échanges de vues sur la marche de l'Afrique et la marche du monde, sur la coopération bilatérale. Donc, à la suite de ça, le président Macky Sall a adressé une invitation au président Barack Obama, invitation que ce dernier a acceptée avec plaisir. Mais naturellement, le Sénégal était sur l'agenda du président américain depuis longtemps, pour de multiples raisons que nous pourrons évoquer plus tard. Quelles sont ces raisons? D'abord, la stabilité du Sénégal. C'est un pays démocratique, un pays où il y a respect, la promotion des droits de l'homme, où on constate une bonne gouvernance, une politique de bonne gouvernance très marquée depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence, M. le Président Macky Sall, une politique de lutte contre la corruption, un engagement fort du Sénégal pour ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, principalement dans la sous-région, à commencer par le Mali et la Guinée-Bissau. Et il faut dire que Washington a apprécié très positivement l'engagement du Sénégal dès le début au Mali et l'engagement du Sénégal en Guinée-Bissau. Autant de facteurs qui ont joué et qui ont pesé en tout cas sur la balance. Alors Penda, quel est le symbolisme qui entoure cette visite de Barack Obama dans notre pays? Je commencerai tout d'abord par saluer tous vos téléspectateurs, saluer aussi la présence du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et de notre ami Yorodia, politologue très connu. Je dirais tout simplement que c'est le triomphe de 2 choses. D'une diplomatie certes bien menée, mais aussi de la vaillance du peuple sénégalais, qui s'est illustré depuis plusieurs décennies dans l'enracinement en démocratie. Je crois que les États-Unis ont été impressionnés par le comportement du peuple sénégalais. Parce que vous savez, à partir au moins de 2008, les Sénégalais, le monde nous a regardés et on a pensé que ce pays allait perdre beaucoup de ses, disons, acquis sur le plan démocratique. Mais à chaque fois qu'on pense que le Sénégal va sombrer, c'est à partir de ce moment où ce pays agit à partir de ses propres ressorts pour trouver la solution. Je crois que de ce point de vue, il y a l'impression, et les alternances sont très utiles dans un pays démocratique. Vous savez, en 2000, le Sénégal était très bien perçu par le monde entier. Et le modèle s'était conforté. Je crois qu'on a eu une effervescence du point de vue diplomatique à partir de 2000.
Mais les choses ont commencé à se gâter en raison de la gestion justement de cette vision que le monde avait sur le pays. Et on a repris avec cette alternance, encore une fois, exemplaire, et le renouvellement du leadership, parce que aussi ça c'est un élément très intéressant. Quand on compare le président Macky Sall avec le président Obama, ils sont nés la même année. Donc ce renouvellement de génération en matière de leadership est un élément essentiel. Mais la diplomatie a aussi travaillé dans la discrétion, un travail avec finesse qui a donné beaucoup de résultats. On pourra revenir tout à l'heure sur les résultats. Alors, Yoro, la question que j'aimerais bien vous poser est celle-ci. Est-ce qu'on peut dire que la visite de Barack Obama aujourd'hui, c'est le triomphe d'un peuple, bien d'un régime? Mais je pense que, avant tout, je voudrais saluer vos téléspectateurs, saluer son Excellence l'ambassadeur Nourouba, saluer Pendabo qui a été mon prof à l'UCAD et saluer monsieur le directeur de cabinet. Je pense que c'est le triomphe d'un système. Je dis le triomphe d'un système. Je pense qu'il faut partir d'un constat simple. Bill Clinton est venu visiter le Sénégal sous Abdou Diouf. George Bush est venu visiter le Sénégal sous Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Barack Obama vient visiter le Sénégal sous Macky Sall. Donc je pense que c'est une constante. Ça veut dire que les Américains ont toujours considéré le Sénégal comme étant un État pivot. C'est quoi un État pivot? Dans leur division du monde, dans ce qu'ils appellent la géographie internationale, ils classent le monde en régions. Et dans cette région d'Afrique de l'Ouest, ils considèrent le Sénégal comme étant un État pivot. C'est quoi un État pivot? C'est un État stable avec une armée républicaine. En Afrique orientale, c'est la Tanzanie, en Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud. Donc c'est dans l'agenda américain. Et comme l'a dit Pendembo, ce qui a précipité la visite d'Obama, c'est ce qui s'est passé au Sénégal entre 2008 et 2012. Cette résistance héroïque des Sénégalais face au projet monarchique, sans pour autant qu'il y ait eu des dérives, comme en Côte d'Ivoire où il y a eu 3000 morts, sans pour autant qu'il y ait une guerre ethnique comme au Kenya où la CP a été obligée de s'en mêler. Et j'ai l'impression que c'est ça, cette prime à la démocratie, cette prime à la maturité que les Américains veulent saluer. Ils tiennent beaucoup au Sénégal parce que c'est une alliance naturelle entre deux vieilles démocraties. Et je pense que c'est bien pour l'orgueil national du Sénégal de rappeler que quand les États-Unis étaient dans la guerre de sécession, on votait à Gorée, à Rufisque, à Dakar et à Saint-Louis, dans les 4 communes. Il vient de prix dans l'agenda américain, c'est pas la paternité d'un homme. Moi, je dirais que c'est la paternité d'un système. Ils viennent aux États-Unis. La guerre mondiale contre le terrorisme, il y a des drones qu'on envoie au Waziristan dans les zones tribales pakistanaises, il y a la guerre, le hard power qu'il emploie en Irak et en Afghanistan, mais il y a le soft power qu'il considère au Sénégal. C'est quoi? Les Américains disent toujours, nous ne sommes pas en guerre contre l'islam, nous sommes en guerre. Le fait pour un président américain de venir dans un pays musulman à 4 qui a eu un président catholique pendant 20 ans, c'est un symbole important. Et c'est pourquoi je dis toujours, les Américains considèrent le Sénégal comme une puissance symbolique. La puissance démographique, c'est le Nigeria, la puissance économique, c'est l'Afrique du Sud, la puissance symbolique pour l'Afrique, c'est nous. Le Sénégal les thèses culturalistes, les Africains ne sont pas des démocrates. Parce que quand vous dites démocratie, ça a du multipartisme et ça a des partis ethniques. Les Américains disent, regarde l'exemple du Sénégal. C'est un pays africain et puis il y a un système multipartisan, il n'y a pas de parti ethnique, il n'y a pas de parti religieux. Quand on leur dit l'islam, ils disent, faites attention, l'islam, ce n'est pas l'islam des talibans, regarde l'islam du Sénégal. Ils sont tellement tolérants qu'ils ont eu un président catholique pendant 20 ans. Ils sont tellement tolérants que leur deuxième président Abdou Diouf est musulman, sa femme catholique. Leur troisième président Abdoulaye Wade est musulman, sa femme est catholique. Donc c'est autant de symboles que les Américains veulent rendre hommage à la démocratie. Donc c'est pas lié, comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est pas lié à un homme, à Macky Sall, mais c'est lié à un système et à la vitalité démocratique. Dans la conception américaine de la liberté ne se donne pas. Elle s'acquiert, elle se défend. Donc cette longue lutte des Sénégal de 2008 à 2009, 2012 contre le projet monarchique, ça nous a permis une palme aux États-Unis. Alors, il y a son Excellence l'ambassadeur Seydou Nourouba qui nous a rejoint pour ce débat. Alors, Excellence, mais c'est également le triomphe de la diplomatie sénégalaise. Bien, je dois d'abord vous présenter mes regrets parce que pour circuler à Dakar, c'est pas évident. Bref, nous recevons quand même le président de la plus grande puissance mondiale, c'est tout à fait compréhensible. Mais en fait, j'ajouterai à ce que Barka avait dit, je crois que chaque président sénégalais a eu une visite de président américain. Parce
que Senghor même avait reçu Kennedy. Donc, effectivement, en partant de cet exemple, nous pouvons dire qu'il y a eu des constantes dans la diplomatie sénégalaise. Heureusement qu'ils n'ont pas été remises en cause depuis l'indépendance. Au contraire, ces acquis ont été fortifiés, renforcés. Mais je dois dire que quand même, la diplomatie, c'est, comme nous le savons tous, c'est l'application d'une politique étrangère définie par un chef d'État. Donc il y a une dose d'apport personnel de chacun de ces 4 présidents au fur et à mesure que notre pays évolue. C'est vrai, c'est non seulement le triomphe d'un peuple à la rencontre également des événements, mais également, il faut le dire, c'est quand même le triomphe également des différents chefs d'État qui se sont succédés. Mais il faut un lobbying intense pour faire venir un président, la plus grande puissance du monde dans un pays. Oui, je pense qu'il faudrait quand même, nous nous souvenons tous que dans les relations entre les pays, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Ce n'est pas simplement le Sénégal qui a intérêt à recevoir la plus grande puissance. La plus grande puissance également a intérêt à venir au Sénégal. Et pourquoi? Parce que c'est une donne également géostratégique extrêmement importante et forte. Parce que, vous voyez, l'extrémisme religieux a commencé à s'attaquer à des cibles dures comme l'Algérie par exemple, ensuite des cibles un peu plus molles comme le Mali, et Sahel, Sahara, et tout cela vraiment c'est une géopolitique qu'il faut prendre en charge, et les États-Unis étant l'une des plus grandes puissances, sinon la plus grande puissance économique, financière et même militaire pour le moment, je crois, ont également intérêt à avoir du côté du Sénégal. Donc, pour me résumer, c'est la rencontre entre l'homme et l'événement qui fait l'histoire. Je parle sous le contrôle de notre sœur historienne, mais je pense qu'il y a une dose quand même d'apport personnel de chacun de ces chefs. Alors, merci Pape Alé. Je voulais juste revenir sur cet élément. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de lobbying. Vous avez dit qu'il faut une bonne dose de lobbying pour faire venir un président comme le président Barack Obama. Le lobbying n'a pas manqué pendant les 4 premières années de la présidence du président Barack Obama, qui est venu en Afrique mais qui n'est pas venu au Sénégal. Qui est allé au Ghana. Il faut le dire. Cette visite est certainement, j'en conviens avec Yorodia, une certaine continuité dans la politique extérieure des États-Unis. Beaucoup de présidents américains sont venus au Sénégal. Mais cette visite est également une victoire personnelle diplomatique du président Macky Sall, il faut le dire. Barack Obama est resté au pouvoir pendant 4 ans, il n'est pas venu au Sénégal. Ce n'est pas le lobbying qui a manqué. 1 an après l'accession du président Macky Sall, ce dernier a posé des actes forts en termes de gestion interne, parce qu'il y a un lien extrêmement puissant entre ce qui se passe au niveau interne et la perception que les autres pays ont du Sénégal sur la scène internationale. Cela a joué. Son leadership sur le plan sous-régional et continental a joué, et également la place de plus en plus prépondérante que le Sénégal occupe sur la scène internationale a également joué. Donc c'est une victoire diplomatique personnelle du président Macky Sall et de la diplomatie sénégalaise. Très bien. Alors, c'est juste pour rappeler à nos téléspectateurs qui souhaitent réagir, vous pouvez le faire à travers les numéros de téléphone qui sont affichés, et que de l'autre côté, nous avons Sambardo. Sambardo? Allô, Sambardo? Je pense qu'on continue avec Penda Mbow. Penda, alors, le Sénégal, un petit pays, c'est vrai, au plan économique, mais qui est diplomatiquement très important et très puissant. Absolument. Et je voudrais ajouter une chose. J'étais convaincue lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier qu'une fois réélu, Barack Obama allait venir en Afrique et le premier pays que visiterait Barack Obama serait le Sénégal. Pourquoi? C'était ma conviction. Pourquoi? D'abord, il fallait écouter
le discours de Barack Obama. Le Sénégal était le seul pays à partir duquel il avait construit toute sa vision de la démocratie et avait rendu un vibrant hommage au Sénégal. C'était l'unique pays. Ensuite, le Malawi, pas dans les mêmes conditions. Enfin, le Ghana pour ses performances économiques. Mais Barack Obama était impressionné par la qualité de la démocratie américaine. Et ça, c'était, disons, une orientation très claire et très nette. La deuxième chose qui me paraît important, c'est vrai, le leadership que nous avons aujourd'hui est un leadership très sympathique. D'abord par la jeunesse, le rajeunissement est important, mais aussi la lutte du peuple sénégalais a été déterminante dans le choix de Barack Obama. Et le Sénégal est un petit pays. Il faut voir ce que disait tout à l'heure Yorodia. Je suis la première francophone, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, à entrer au National Endowment for Democracy, qui est l'un des think tanks les plus importants en matière de réflexion sur les questions démocratiques. Et quand j'y étais, c'était au moment où Fukuyama, parce que tous ils font partie du National Endowment, ils ont pensé qu'il y avait incompatibilité entre islam et démocratie. Les visions très éculées sur la démocratie de Bernard Lewis, de tous ces grands penseurs, et mon rôle était de démontrer le contraire. Et ce jour, les Farid Zakaria, le jour où je faisais ma présentation, toutes les institutions de Washington étaient présentes, où j'ai démontré que c'était possible d'avoir une démocratie et être un pays musulman avec l'exemple du Sénégal. D'ailleurs, c'est ce jour où on a dit qu'il faut absolument présenter le Sénégal comme un modèle au Soudan et à d'autres pays islamiques. Et le texte que j'avais produit a été repris dans Newsweek par Farid Zakaria, avec qui j'ai eu de très longues discussions. Donc je peux continuer les Larry Diamond, et nous avons travaillé ensemble sur cette vision que Obama après a incarnée sur les institutions, le renforcement des institutions. Ça veut dire que le travail que nous faisons aussi n'est pas un travail négligeable. Et le Sénégal est un petit pays, certes, mais sa position géographique est fondamentale et essentielle du point de vue de la géostratégie. Le Sénégal est un petit pays, mais qui a un héritage intellectuel extraordinaire. C'est à travers le Sénégal que la plupart des idées pénètrent le continent. Ne l'oublions pas, et ça nous le devons aux premiers intellectuels africains et à la qualité, si vous voulez, de notre système éducatif depuis la période coloniale. Le Sénégal est certes un petit pays, mais un petit pays qui a une très grande expérience. Et ça, je peux le dire, les Américains sont fascinés par l'intelligence du peuple sénégalais et de ses intellectuels. La plupart de nos intellectuels aujourd'hui connaissent les universités américaines, les meilleures universités américaines ouvrent leurs portes aux Sénégalais. Israël dit souvent, les gens d'Israël, j'ai vu un rabbin qui me disait, il ne comprend pas, ce peuple est tellement intelligent, qu'est-ce qui empêche le Sénégal de se développer? Il me disait, il y a un petit truc qui vous manque. Et c'est la vision que les Américains ont aussi du Sénégal, et je crois que ça a une grande influence. Nous, l'influence de nos élites, notre héritage intellectuel, notre position géostratégique, mais aussi notre diplomatie. Le Sénégalais est un diplomate par nature. Il suffit simplement de voir la relation que Obama a entretenue avec ce Sénégalais qu'il a rencontré en Espagne. Mais quand on lit cet article, on se rend compte de la capacité d'approche des Sénégalais, de l'autre, comment ils se comportent, et c'est valable pour tous les pays où nous allons. Little Sénégal, à New York, est l'une des meilleures vitrines de notre pays. Voilà. Alors, Yoro, mais les Américains sont là aussi pour défendre leurs intérêts. Parce qu'on a l'habitude de dire que tout naturellement, un pays n'a pas d'amis mais des intérêts. Quand ils choisissent le Sénégal, c'est parce qu'ils ont visé très précise. Oui, mais ils ont forcément des objectifs. Hein, et puis, c'est là où le truc géopolitique est hyper important. Comme je disais, on combat l'islamisme avec des drones, mais on le combat aussi avec des idées. Et le Sénégal est dans le registre des idées. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la cartographie mondiale de la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? Al-Qaïda avait un appui très solide en Afghanistan. Donc, dans les années 90, Al-Qaïda avait réussi à pirater l'État afghan. Donc, ils ont transformé Kandahar et Kaboul en groupe d'entraînement terroriste. C'est à partir de là qu'ils ont attaqué New York. Donc, les Américains ont compris la menace. Donc, ils ont utilisé ce qu'ils appellent le hard power pour dégager Al-Qaïda d'Afghanistan. Ensuite, c'était les
l'Irak, ils ont utilisé les moyens forts, les moyens très forts. Après, Al-Qaïda a cherché une base en Afrique. Donc c'était avec les Chebabs somaliens. Là aussi, les Américains sont appuyés sur des puissances régionales, l'Éthiopie et le Kenya pour régler la question. Donc quand vous regardez la cartographie mondiale de la lutte contre le terrorisme, il ne restait que le Sahel. Le Sahel était le maillon faible. Donc l'objectif d'ATMI, en s'alliant aux Touaregs, c'était de fonder une sorte de bastion au Mali et de recréer un nouvel Afghanistan dans les années 2000 au Mali. C'est pourquoi les Américains ont été très prompts à saluer l'intervention française. Donc en venant ici aussi, Barack Obama est en train de dire aux Américains, si nous ne combattons pas le terrorisme dans le Sahel, si vous ne comprenez pourquoi pas je vais au Sénégal, tôt ou tard, le truc nous reviendra. Donc comme je disais tantôt, et puis Barack Obama vient parce que c'est inscrit dans l'agenda américain. C'est important de le rappeler. Parce que le président des États-Unis reçoit des invitations de tout le monde. Je suis sûr que les 4 présidents qui ont été reçus aux États-Unis, chacun a invité Barack Obama. Donc le choix du Sénégal, donc c'est dans l'agenda américain. Il est venu ici parce qu'il veut parler. Ce n'est pas par hasard s'il regroupe les Chief Justice, les présidents de Cour suprême pour faire un discours. Probablement, il va faire un discours qui va être une sorte de continuation de son discours d'Accra, en disant l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Donc un discours comme ça est crédible. Voilà, un discours comme ça n'est pas crédible à Banjul, un discours comme ça n'est pas crédible dans d'autres pays. Donc c'est pourquoi il a choisi le Sénégal pour le dire. Donc pour moi, ça, à mon avis, c'est extrêmement important. Mais c'est dans l'agenda américain. Notre pays présente un certain nombre de particularismes qui fait que les Américains ont manifestement des intérêts pour venir. L'autre intérêt, quand vous voyez la position stratégique du Sénégal, c'est un peu la position la plus proche de l'Amérique latine, c'est un peu la position la plus proche de l'Europe. Les Américains sont en train de vouloir transférer Africom en Afrique, ils sont en train de chercher. Et sur ce plan-là, il suffit de regarder. Voilà, il suffit de. C'est vrai. L'Africom se trouve présentement en Allemagne. En Allemagne. Il suffit de regarder une carte pour savoir que le lieu naturel de destination, ça ne peut être que le Sénégal. Maintenant, est-ce que les autres Sénégalais vont être d'accord? Et puis ça, c'est de notre débat. Mais lui qui a été ambassadeur en Algérie lors des années de feu, il comprend c'est quoi la sensibilité du terrorisme pour aujourd'hui pour les Américains. Donc il vient parce qu'il a un agenda, il vient parce qu'il veut faire un discours contre le terrorisme, il vient parce qu'il montre aux Américains que la lutte contre le terrorisme, c'est pas seulement des drones, mais c'est aussi des Très bien. Alors, avant de donner la parole à son Excellence l'ambassadeur Seydou Nourouba, on va aller voir du côté de la régie, je pense que cette fois-ci ce sera la bonne, avec Sambardo. Sambardo, je pense que vous êtes au niveau de la régie et vous avez déjà recueilli pas nombre de questions. Sambardo. Oui, Babali. Voilà. Allô, Babali. Voilà, je vous entends très bien. Voilà, donc les relations quand il y a au Sénégal avec l'étranger intéressent les Sénégalais. Le téléphone pleurant, beaucoup de personnes ont appelé donc pour donner leur avis, contribution, voire même poser des questions. C'est le cas de Sambaré Calbert Mané depuis Simana Balante dans le sud du pays qui a également magnifié la visite du président Obama au Sénégal. Seulement lui, il souhaite la réalisation de la route nationale numéro 6 qui rentre dans le cadre du Millennium Challenge à Koweït. Kermassar, Moustapha Mbou qui demande quel est le profit que le secteur informel doit donc tirer de cette visite du président américain au Sénégal. Pascal Assouan, il est béninois, lui il demande l'objet réel de la visite d'Obama au Sénégal. Également dans le même ordre d'idée, Amadou Diop qui nous a appelé depuis le Congo qui demande c'est quoi l'importance de la visite d'Obama ici même au Sénégal. Alors, je pense que son Excellence va y répondre, mais pas bien compris la question. il dit l'importance de la visite de Barack Obama. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Son Excellence, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est pour des intérêts exclusivement de géostratégie que les Américains ont cru devoir faire un déplacement dans notre pays? Oui, je disais tantôt, pas d'intérêt, pas d'action, hein, c'est une évidence. Mais seulement dans les relations entre les pays, il y a également des constantes, c'est-à-dire l'intérêt et le rapport de force. C'est essentiel. Les États-Unis, normalement en diplomatie, il y a des options stratégiques fondamentales que rarement les pays remettent en cause. Mais au contraire, parce que généralement, les relations internationales, la diplomatie doit faire l'objet d'un consensus des acteurs politiques très fort. Et aux États-Unis même au Sénégal, il y a eu une constante quand même qu'il faut... Parce que j'ai dit qu'il y a eu des acquis qui ont été préservés et renforcés.
Donc qui dit acquis dit consensus quelque part des acteurs politiques. Bon, vous savez, Barack Obama est venu en Afrique francophone, le premier pays c'est nous, on ne sait pas maintenant quelle sera la suite, mais le système américain est tel qu'il n'y a que 2 mandats, et on s'y dirige au Sénégal. Le premier mandat, Barack Obama, il fallait le rappeler, est un président américain élu par des Américains pour sauvegarder les intérêts américains. Ça, c'est d'abord une donne fondamentale. Deuxième mandat, ce qu'il n'a pas... Parce que s'il avait commencé, je pense, à aller en Afrique, on va voir un peu le sentimentalisme. Suspect. C'est suspect. Et ça reste un peu suspect. Pourquoi pas aller à Hawaï après, où étaient également ses parents. Donc, en deuxième mandat, vous faites ce que vous aviez envie de faire et que le système, peut-être, ne vous permettait pas au premier mandat. Bon. La constante, c'est que le Sénégal est dans une position géographique et géostratégique assez intéressante. Mais nous aussi, comme les États-Unis ont eu un agenda pour venir, je suis certain que nous aussi, nous avons notre agenda, que je ne demanderai pas au directeur de cabinet de révéler en public, à l'ambassadeur, puisque la diplomatie ne se fait pas sur la place publique, c'est évident. Alors, je voudrais simplement dire que renforcer effectivement ce que certains ont dit pour le peuple sénégalais et pour le système, le processus électoral. Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai eu la chance, j'allais dire, de surveiller de très près les deux scrutins, c'est-à-dire présidentiel à 2 tours et législative. Par hasard, j'ai été choisi, peut-être par hasard, par les organisations de la société civile qui s'étaient regroupées pour la première fois ensemble, qui ont mutualisé leur capacité intellectuelle, stratégique, financière, pour déployer 4 à 5 000 observateurs dans tous les bureaux de vote. Et nous avions mis sur pied un système de remontée des données presque de manière instantanée, en utilisant tout ce tarautage de technologie de dernière génération. Donc je peux dire que les Sénégalais, les scrutins aussi bien présidentiels que législatifs, ont été vraiment des systèmes, une élection crédible, une élection libre et une élection également démocratique. Et ça en milite en notre faveur pour mais avoir tout à fait. ce rayonnement diplomatique. Mais je dis toujours mais. Il faudrait renforcer les acquis. Je n'aime pas trop l'autosatisfaction parce qu'elle n'est pas source de progrès. Il faut toujours se remettre en cause et dire est-ce qu'on ne peut pas faire mieux. Et je crois que le Sénégal est en position de faire mieux. D'ailleurs, ce qui a été expérimenté lors de ces derniers scrutins, pourquoi j'en parle, a été quand même assez attractif pour certaines organisations sous-régionales africaines et certains pays. Actuellement, nous sommes en train de voir avec le Togo comment peut-être pas répéter la même chose, mais partager l'expérience. Parce que la démocratie, quand même, est importante pour des pays comme les États-Unis. C'est fondamental. Alors, et le Sénégal, je suis sûr, pourra également et devra tirer profit de cette visite. Alors, vous confortez l'idée de Yoro qui disait que le Sénégal est un pays pivot en Afrique de l'Ouest pour les autres pays. Et ça, c'est clair. Le pivot décline un peu. Il y a l'éclat de Barack Obama, mais notre leadership régional connaît un net recul quand on voit ce qui s'est passé au Mali. Ça, je pense et puis ça, il va répondre. Est-ce que sur le plan diplomatique, notre leadership sous-régional connaît un déclin? Non, je suis pas très d'accord avec mon ami Rodia. Ce leadership s'est renforcé au contraire, en 1 an. Alors, je donne des exemples concrets. D'abord, le président Macky Sall a reçu un peu l'appui de tous les États membres de l'UEMOA qui lui ont confié la gestion du chantier paix et sécurité de l'Union. 8 pays. Le président Macky Sall est en train de travailler là-dessus. On a parlé du terrorisme, on a parlé des enjeux géostratégiques. Il n'y a rien de plus important. Et l'UEMOA a décidé, à l'instar de la CEDEAO, de ne plus s'occuper seulement de questions économiques d'intégration,
Mais les chefs d'État ont estimé qu'il ne peut y avoir de développement sans sécurité, sans stabilité. Et c'est extrêmement important que dès son arrivée à la magistrature suprême, le président Macky Sall s'est vu confier un chantier aussi important au sein de l'UEMOA. Deuxièmement, au sein de la CEDEAO, on a vu l'engagement dès le début au sein de cette instance du président Macky Sall pour ce qui concerne la CEDEAO d'abord, pour ce qui concerne le Mali, excusez-moi, pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, où le Sénégal est en train de faire un excellent travail dans le cadre du réforme du secteur de la paix et de la sécurité. Et plusieurs, en tout cas, tentatives qu'on peut apprécier diversement, qui ont fait que le président Macky Sall est en train de plus en plus d'occuper une place de choix au sein de l'échiquier sous-régional. Au plan continental, les chefs d'État, l'Union africaine lui ont confié la présidence du comité d'orientation du NEPAD, qui est extrêmement important. Alors, je ne vois pas en un an quelqu'un qui a su faire autant et qu'on puisse dire que le Sénégal a régressé au plan diplomatique. Je ne parle même pas maintenant de ce que le président est en train de faire sur le plan international. On y reviendra. Au sein du G8, il a été récemment l'invité de ce club extrêmement important. Il va aller au G20 à Saint-Pétersbourg très bientôt. Donc le président est en train d'avoir un excellent travail au plan diplomatique. Alors, je vais juste ajouter un mot. Oui, évidemment, le président a du mérite, il a été invité au G8, au G20, mais j'en reviens à la logique systémique. Wade aussi était souvent invité au G8, au G20. Quand je parle de recul, je parle de choses concrètes, par exemple, comme ce qui s'est passé au Mali. Il est convenu qu'un État a deux acteurs sur la scène internationale, le diplomate et le soldat. Et quand on voit l'exemple du Mali, c'est évident que notre pays a reculé diplomatiquement. Pour une raison très simple, c'est aujourd'hui le Burkina Faso qui a réussi à avoir un accord sur Kidal. Dans la phase diplomatique de la crise au Mali, avant l'intervention, les négociations se faisaient soit à Abidjan, soit à Ouagadougou. Quand il y a eu la phase militaire, le petit Bénin et le petit Togo sont arrivés avant nous à Bamako, alors qu'on est tellement proche du Mali géographiquement, historiquement, qu'on a appartenu à un même pays. Ça, c'est des cas concrets. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les grandes questions continentales, je veux bien le pas tout ça qu'on lui confie. Mais sur les grandes questions continentales, on n'entend plus la voix du Sénégal. J'ai l'habitude de le dire souvent en taquinant les gens, en leur disant que le Sénégal était trop petit pour Wade, c'est pourquoi on l'entendait même jusqu'à Madagascar, on l'entendait même jusqu'à convoquer Béchir et le président du Tchad ici. Le Sénégal était trop petit pour Wade, c'est pourquoi Wade voulait régler les questions du continent et du monde. Et j'ajoute souvent qu'on a l'impression que le Sénégal est trop grand pour Macky pour qu'il ne puisse pas regarder dans la sous-région. Quand on voit ce qui s'est passé au Mali, à mon avis, ce n'est pas la faute des diplomates. C'est pas la faute des diplomates, c'est pas la faute des soldats. C'est à mon avis la faute de celui, le chef de la diplomatie et le chef de l'armée, en l'occurrence le président de la République. Peut-être on peut dire qu'il vient d'arriver, parce que c'est ça les fondamentaux de la diplomatie sénégalaise. Vous avez des diplomates de carrière qui sont excellents, le système fonctionnait très bien. Sous Senghor, ça marchait parfaitement. Senghor, homme de vision, avec des diplomates chevronnés. Sous Abdou Diouf, à mon avis, était quelconque, mais le système fonctionnait encore. Wade, comme l'a dit Latif Coulibaly, diplomate sans diplomate, mais Wade avait un aura international qui permettait à Wade de se faire entendre. C'est aujourd'hui, c'est ça qu'on doit trouver. Le système fonctionne très bien. À mon avis, le problème qu'on a, c'est les gens peuvent l'appeler de façon diplomatique prudence. Cette prudence, cette réserve du président Macky Sall, pour ce qui concerne les questions sous-régionales, particulièrement le cas du Mali. Pour moi, le cas du Mali, le Sénégal aurait dû être le premier pays à y arriver. Ça ne peut pas se concevoir qu'un truc comme ça, que ce soit des Tchadiens qui commandent la force multinationale qui dirige le Mali. Alors, Penda, j'ai une question. Alors, comment voyez-vous la diplomatie sénégalaise à l'heure actuelle? À un certain moment, on a eu plusieurs partenaires, mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les diplomates sont en train de tout réorganiser pour... Moi, je pense que nous devons être, je ne dis pas indulgents, mais regarder la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces dernières années, le Sénégal avait perdu sa place de choix dans le système en tant que tel. Le président Macky Sall qui vient d'arriver, il ne peut pas supplanter des gens comme Blaise Compaoré qui ont eu le temps de s'enraciner dans la diplomatie sous-régionale en étant un peu le prolongement de certaines grandes puissances
dans le règlement des conflits, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali et d'autres, la Guinée. Mais le président Macky Sall qui vient d'arriver, en 2 jours, en 1 mois, en quelques mois, il ne peut pas éliminer ce qui était en train de se faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est en train petit à petit de construire, si vous voulez, sa projection, sa diplomatie vers le futur. Et c'est ça qui est important. L'une des premières victoires, à mon avis, du président Macky Sall quand il est arrivé, c'est d'avoir quand même pu obtenir l'organisation du sommet de la francophonie. Dans moins de 15 mois, on aura plus de 70 chefs d'État et de gouvernement qui seront au Sénégal. Et ça, c'est quelque chose parce que ça va être très important dans le leadership qu'il est en train de se construire. Maintenant, Blaise Compaoré qui était là, c'est vrai, il a des arguments à côté de Blaise Compaoré parce qu'il est élu démocratiquement, il a été très bien élu et il est en train, si vous voulez, d'avoir un peu la confiance de ses pairs. Mais il ne peut pas du jour au lendemain renverser la table. Par contre, ce qui s'est passé au Mali, je vois des Sénégalais qui sont très très critiques et qui pensent qu'il a eu une excellente démarche. C'est-à-dire, la démarche, c'était d'abord de prendre contact avec tous les corps constitués et toutes les structures et de mener à bon port la participation. Mais il faut voir aussi que notre armée était bien malmenée. Notre armée n'était pas très bien équipée. Il a trouvé une situation qui n'était pas favorable. Et il fallait aussi jouer la prudence parce que le Sénégal est le voisin immédiat du Mali, Al-Qaïda. Il faut voir comment gérer Al-Qaïda. aussi est voisin du Mali. Non, c'est différent. Comment gérer Al-Qaïda? Est-ce que le Burkina est allé directement? La Mauritanie aussi est voisin du Mali. Non, je crois qu'il vient d'arriver. Il faut lui laisser le temps de voir comment s'organiser. Il l'a fait. Il l'a fait dans de bonnes conditions. Excellence, est-ce que vous pensez que le Sénégal a perdu son rayonnement diplomatique à un moment pour aujourd'hui? Est-ce que c'est votre avis? Bon, mon avis, c'est que il y a eu quelques moments de passage, j'allais dire, à vide dans la diplomatie. Bon, maintenant, quand situer ce moment? Est-ce qu'il faut quand même, en diplomatie, dans les relations internationales, quand vous perdez votre place, elle sera difficile à reconquérir. Et je disais toujours, mais pour le Mali, j'y reviendrai, mais je disais toujours qu'il faut renforcer les acquis et les dépasser. Mais si vous dormez sur vos lauriers, vous risquez de perdre votre place, ou s'il y a un passage à vide. Qu'est-ce que j'appelle passage à vide? Et c'est là où le coefficient personnel du leader est important. Senghor avait basé, il y avait des constantes. Je ne reviendrai pas sur ces constantes parce que tout le monde sait que le Sénégal a eu une option fondamentale, irréversible pour bâtir l'unité africaine. Parce que c'est l'un des rares pays qui a constitutionnalisé la consolidation de l'unité africaine dans le serment du président de la République. Bon. Et c'est la preuve que le Sénégal indépendant a voulu bâtir la fédération du Mali avec le Soudan de l'époque, la Haute-Volta actuelle Burkina, le Bénin anciennement, Dahomey et autres. Bon, pour dire, cette option est fondamentale et irréversible. Mais revenons, je voulais simplement dire que le coefficient personnel, Senghor, c'était la diplomatie, rayonnement par la culture surtout. Alors, Abdou Diouf, oui, culture, mais un peu d'économie. 3, Wade est venu, a dit oui, moi je fais des ruptures je caricature un peu, je fais des ruptures dans nos relations avec certaines grandes puissances ou certaines puissances. Bon, chaque choix se paye. Et se paye cash et cher. Alors, à partir de ce moment... Ça veut dire bon, par exemple, nos relations avec les États-Unis ont été brusquement secouées et profondément secouées. Nous tous, nous nous rappelons le traitement réservé à l'ambassadeur des États-Unis, Mme Bernica, en direct. Et ça se paye cash.
Mais aussi Bon, avant cela, ensuite, il y avait nos relations avec la l'Iran. France, d'abord, non, je dis d'abord nos relations fondamentales, comment dirais-je, nos partenaires stratégiques. Il y a eu également ce passage à vide avec l'ambassadeur Ruffin. Bon, il y a eu également avec l'Union européenne les fameuses mallettes de Segura. Et ensuite, maintenant, ceux qui étaient considérés comme, je cite, je disais les États voyous, ou en tout cas des ennemis de certains de nos partenaires stratégiques, et le président Wade a jugé utile, parce que c'est lui qui définit la politique étrangère, de renouer avec ces pays. D'où le Sénégal a eu un passage à vide avec ses partenaires traditionnels. Et là, ça se paye. Ce n'est pas Wade qui l'a payé, c'est peut-être le peuple sénégalais. Et le président Macky Sall qui est arrivé doit quand même tenir compte et a tenu compte de cela. Ce renversement en très peu de temps est un succès quand même, il faut l'avouer. Moi, je juge comme technicien, comme professionnel. Mais pour le Mali, effectivement, pour le Mali, j'ai été interviewé à l'époque quand ils ont dit, bon, le président a décidé d'envoyer. J'ai dit, j'applaudis. Mais en fait, le grand problème que nous avons, et que je dis toujours, je défends ce que j'appelle les organisations africaines de troisième génération. C'est-à-dire, la première génération d'organisations africaines, c'était pour conforter notre souveraineté. Ma souveraineté, il ne faut pas y toucher. Bon, une souveraineté d'abord, elle s'exprime autrement. Bref. Deuxième génération, les organisations d'intégration économique. Bon, on a créé un peu partout en Afrique. Mais ce que j'appelle les organisations de troisième génération. Maintenant, je crois surtout à ce que j'appelle les 3D. Ce n'est pas les 3 dimensions, mais le premier D, c'est diplomatie, deuxième D, défense, et troisième D, développement. Je crois que la diplomatie a un trépied maintenant, droit à diplomatie de défense, de développement, diplomatie, défense et développement. Alors, la CEDEAO a pris beaucoup de mesures, mais est-ce que la CEDEAO avait les mécanismes, les forces, les moyens nécessaires de faire appliquer ces décisions? Je dis non. Très bien. Je dis non. Alors donc, il faudrait absolument revoir également ce que... Mais pour revenir sur le président Macky Sall, je crois que depuis son discours à l'IFRI, il avait déjà campé les 7 priorités de ses relations internationales. Et je pense qu'il y avait 7 priorités. Et depuis qu'il est là... Quelles sont ces 7 priorités? Bon, la première, on peut dire que c'est d'abord la diplomatie de voisinage. C'est un. Deuxièmement, le rôle et la place des institutions africaines dans la gouvernance mondiale. C'est important. Troisièmement, la diplomatie pour un véritable développement. 4, diplomatie, paix et sécurité. C'est important. 5, diplomatie politique de la diaspora. Et 6, diplomatie, droits de l'homme. Et 7e, rationaliser la carte diplomatique. Voilà, c'était les 3, à mon avis, c'était les 3 actions fondamentales. Et alors, les axes juste pour savoir, aujourd'hui, quelle est l'orientation diplomatique véritable du Sénégal? Parce que, comme il l'a dit, son Excellence, à un certain moment, on a vu qu'on avait beaucoup de partenaires, l'Iran, et des partenaires souvent qui étaient difficiles de réunir autour d'une même table. Aujourd'hui, quelle est l'orientation diplomatique du Sénégal? Allez, je vous remercie. Je voulais d'abord ajouter 2 mots à ce que nous venons de dire. La diplomatie sénégalaise était d'abord un peu essoufflée, il faut dire, avant l'arrivée du président Wade. Essoufflée. Les gens ont dit qu'on avait déjà perdu du terrain avant l'arrivée du président Macky Sall. Le président Macky Sall a su renverser la tendance. Ça, il faut le dire et le reconnaître. La crise malienne a éclaté au moment même où le président Macky Sall arrivait au pouvoir. Et il y a des règles de fonctionnement dans les instances sous-régionales continentales. Vous ne pouvez pas arriver au pouvoir et faire de la précipitation. Donc, le président Macky Sall ne fait pas de la précipitation. C'est une diplomatie efficace, une diplomatie bien structurée, discrète et qui produit des résultats. N'est-ce pas? Le Mali, on n'a pas été efficace, ni militairement, ni diplomatiquement. Sur le Mali, mon cher, le pays a manqué d'ambition au Mali. Sur le Mali, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. On a des milliers de Sénégalais au Mali. Mais tout le monde a de Les instances sous-régionales sont en train de travailler. Le Sénégal a été en tête de file
des actions qui ont été menées au plan sous-régional, que ce soit notre décision d'intervenir